Salut à vous, chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 5e journée de championnat de Ligue 1 McDo. Avec une humiliation en terre azuréenne. 8 pions dans la musette, 8-0, ça fait mal. C'est assez humiliant, assez honteux. Ce fut une raclée, une déculottée, une correction, une branlée, une tannée, une pile, une dérouillée, une fessée, une volée, une brossée, une rossée, une plumée. Bref, la piquette Jack. Et eux, ils se sont cachés tout le week-end dans leur grotte alti-ligérienne. L'un a consacré son temps à l'art pariétal. Il a inscrit direction d'émission. Salut à toi, Eric. Salut à tous. Et l'autre a invoqué les dieux devant son feu pour conjurer les mauvais sorts. C'est bien sûr Olivier. Salut à tous, ouais. Après avoir bu le calice jusqu'à la lie, il ne restait plus que ça. Donc on va, voilà, les Verts ont chaviré dans le grand 8 de l'Alliance Rivera. On va longuement revenir sur cette déconvenue, évidemment. On passera des morceaux musicaux, on parlera aussi de la page alti-ligérienne et bien sûr l'agenda et on terminera avec les coups de cœur et les coups de tête, mais on commence tout de suite par le match de la semaine. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, le match de la semaine. En mars 1984, année de la descente, l'ASS a été humilié 0-7 à Bordeaux, futur champion de France. Le Grand Bordeaux, de Claude Bèze, d'Aimé Jacquet, avec sur le terrain Giresse, Lacombe, Tigana, Baptiston. L'envoyé spécial du journal La Tribune Le Progrès avait fait unique rendu copie blanche. Dans son article qu'il avait publié, il avait simplement écrit ceci : « Messieurs les joueurs, vous n'avez pas fait votre boulot, alors moi non plus. » Alors dans le même ordre d'idées, exceptionnellement, je ne proposerai pas ce soir de compte rendu, car pour faire le résumé d'un match, il faut qu'il y ait une opposition entre deux équipes. Or, vendredi, il y avait sur le terrain de Nice une seule équipe. Alors, je me contenterai du strict minimum. Le strict minimum, c'est bien plus en tout cas que ce que les Stéphanois ont montré. Donc, composition d'équipe identique à celle du match précédent, pourtant soldée par la seule victoire depuis le début de saison, à savoir l'Arseneur, Abdelhamid, Batoubinsika, Cornu, Apia, Ekoua, Amougou, Mouefek, Cafaro, Davitashvili, Stassin. Fiche technique. 4e minute, but contre son camp de Batoubinsika, 0-1. 7e minute, but de Ndombele, 0-2. 24e minute, but de Shaw, 0-3. 26e minute, but de Moukoko, 0-4. 36e minute, but de Guessant, 0-5. 39e minute, but de Moukoko, 0-6. 75e minute, but de Diop, 0-7. 86e minute, but sur penalty de Rosario, 0-8. Non, je t'ai plus, rideau. Merci messieurs. Merci Eric pour ce bref résumé. Voilà, effectivement difficile à digérer. Toi, tu étais présent au stade, Eric. Toi, tu as assisté au match jusqu'au bout. Hein. Oui, j'ai bu le canis jusqu'à la lie, effectivement. La première, l'Alliance Rivera n'avait pas eu le droit de rester pour assister à la rencontre, suite aux incidents dont vous vous souvenez certainement. Donc là, oui, je suis resté jusqu'au bout, tout comme j'étais resté jusqu'au bout pour le 0-5 encaissé à Geoffroy Guichard dans le derby. C'était jusqu'à présent mon pire souvenir en tant que supporter. Là, ça fait un deuxième très très mauvais souvenir et ça va être très très dur de supporter ce qui s'est passé vendredi. C'est vrai que je pourrais vous poser la question, mais avec le derby 5-0, c'est pratiquement équivalent, même si le fait que ce soit Lyon, c'était peut-être encore plus dur. Et en plus, à la maison, le 5-0 contre Lyon, bon, on va pas ressasser que les mauvais souvenirs. On est obligé d'analyser ça. Franchement, ça fait se creuser la tête pour faire cette émission. C'est pas la chose la plus facile. On aurait envie de faire comme tu le dis, de laisser... se mettre à leur niveau. Bon, on va essayer quand même de voir ce que l'on peut tirer de cette rencontre et puis nous, avec notre humble regard de supporters, de voir un peu est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs et qu'est-ce que ça annonce pour la suite et est-ce que on peut est-ce qu'il y a des choses à faire évoluer à notre petit niveau. Donc
première question pour vous. Comment on peut expliquer une telle chute de performance par rapport au match de la semaine dernière, hein? On rappelle que les Verts restaient sur une rencontre assez aboutie contre Lille et une victoire. Et en une semaine, eh bien, on n'a pas reconnu cette équipe qui était pourtant la même, hein, le même 11 sur le terrain, était aligné par Olivier Dalloglio. Comment vous expliquez que cette équipe méconnaissable par rapport à la semaine précédente? Moi, je pense que Frank Hayes, l'entraîneur niçois, a très bien compris et a dû visionner la victoire stéphanoise à Geoffroy Guichard quelques jours plus tôt. Et ça fonctionnait avec souvent un pressing haut de la part des Stéphanois. Et ils ont réitéré la même chose vendredi dernier, les Stéphanois, et ils se sont créés des espaces justement lorsque les latéraux jouaient les rôles de pistons. Et ils trouvaient des espaces et derrière eux se créaient des brèches, derrière les pistons se créaient des brèches, et c'est comme ça que les 4 premiers buts sont venus du côté gauche, du côté de Cornu. Et voilà, le premier, c'est une grossière, c'est un but contre son camp de Batou, mais suite à un débordement, côté droit, côté niçois. Et puis le deuxième, c'est le pareil. Et puis les suivants, les troisième et quatrième, c'est exactement la même chose. Ce qui est bizarre, c'est que rien n'a été changé entre le deuxième but et le troisième et le quatrième. Et c'était toujours la même brèche qui se faisait, c'était assez bizarre, hein. Donc Cornu qui montait très très haut, donc il laissait tout son couloir complètement libre et personne à aller couvrir. Voilà, donc ça c'est une erreur tactique qui n'a pas été corrigée rapidement. Parce que quand tu vois qu'au bout de 4 minutes, tu es déjà mené 2-0, et que c'est 2 fois le même but, tu dis tu vas quand même essayer de le corriger, mais pas du tout. Et en fin de compte, tu as le troisième et le quatrième qui arrivent quelques minutes plus tard. Voilà, c'est assez étrange là-dessus. Et les Écois, par exemple, qui étaient beaucoup plus haut il y a quelques jours face aux Lillois, lui ne revenait pas défensivement. Voilà, le deuxième but, je crois que c'est, je ne sais plus quel niçois, mais il est tout seul au bon niveau de point de pénalty. Il n'y a personne qui est venu le défendre sur lui, alors que c'était son rôle. Voilà, donc au-delà des erreurs et des errances défensives, et je pense tactiquement, il y a des choses qui auraient pu être corrigées, vu que c'était pas Lille en face, qu'on jouait pas à domicile, ça aurait pu être vite corrigé, mais ça ne l'a pas été fait. Deuxième buteur niçois, c'est Ndombele, l'ancien lyonnais, qui s'est pas privé d'ailleurs de nous narguer. Bon, ça peut se comprendre. Pour moi, la victoire contre Lille, c'est plus une victoire en trompe-l'œil, hein. Peut-être qu'on s'est enflammé un petit peu trop tôt. On pensait qu'on avait guéri certains mots par rapport au match précédent. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une douche froide déjà à Geoffroy Guichard contre le Havre, suivi d'une première raclée à Brest 4-0. Une Brest qui n'avait pas gagné un match jusqu'à présent. Donc voilà, Lille, je ne sais pas si vous vous rappelez de la réaction un petit peu disproportionnée du président qui avait parlé de honte au sujet de ses joueurs. Voilà, la honte, c'est nous qui l'éprouvons bien sûr après le match de Nice. Et il y avait un consultant télé qui a dit qu'en fait il était très remonté. Il a parlé de honte, non pas que son équipe ait perdu, mais qu'elle ait perdu à Saint-Etienne contre une équipe aussi faible, déjà à l'époque. Oui, c'est le président de Lille, hein. Oui, donc c'est pas le fait d'avoir perdu, c'est qu'ils aient perdu à Saint-Etienne. Donc ça prouve bien quand même ce que les autres pensent de nous, de la qualité de notre équipe. Donc il n'y en a pas du tout le niveau de Ligue 1. Alors oui, on a battu Lille, peut-être que Lille avait l'esprit ailleurs, hein. Peut-être au match de Coupe d'Europe qui disputait juste après. Mais bon, là, donc est arrivée cette catastrophe absolue. Donc là, c'est pas 4-0 qu'on a pris, c'est 8-0. Rendez-vous compte. La semaine dernière, dans l'émission, on a titré saison lancée, point d'interrogation. Là, c'est tout juste, on peut pas titrer saison terminée avec 3 points d'exclamation. Même si l'espoir demeure, parce qu'on a encore des adversaires faibles, comme Montpellier, comme Angers, voire Auxerre. Oui, et puis on est quand même pas, on est en début de championnat, il y a un mercato de janvier, on a été habitué, malheureusement, hein, à avoir une équipe transformée en janvier. Bon, après, on a beaucoup de joueurs aussi, donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais bon, on anticipera sur la suite de la saison dans quelques minutes, mais
Je voulais vous demander aussi les facteurs qui ont mené à cette déroute, un petit peu plus globale, une question un petit peu plus globale sur... Il n'y a pas qu'une seule raison, je veux dire, tu as dit Franck Hez, mais je sais pas si on met l'équipe de Franck Hez le vendredi précédent à Geoffroy Guichard, on n'en prend peut-être pas 8, enfin tu vois. Je pense que c'est un peu les deux équipes, mais grosso modo, aligner ce 11 à Nice et ce 11 en Ligue 1, est-ce que ça vous tiquez comme moi, vous aussi? Est-ce que tout simplement c'était prévisible? Maintenant que c'est facile à dire après, mais maintenant qu'on nous a ouvert les yeux, qu'une équipe bien coachée, bien en place tactiquement, nous a montré quel niveau on avait, est-ce que ça ouvre pas les yeux sur ce que l'on aurait dû voir depuis le début de l'année? Oui, mais on l'a dit la semaine dernière, je vous avais posé des questions, on l'avait gagné, mais en ayant peu le ballon. Hein, je crois qu'on n'avait même pas 30% de possession face à Lille. C'était une volonté de jouer derrière pour se projeter rapidement vers l'avant. Point de vue jeu, il n'y avait rien. Là, si tu veux, le verrou, en 5 minutes, il explose, quoi. Il explose. Donc, ça change complètement la donne. Et il n'y a rien qui est fait sur le banc pour changer ça. Le 11 de départ, on ne change pas une équipe qui gagne. Elle a gagné la fois précédente. Tu remets les mêmes. Ça paraît plutôt logique. Moi, ça me dérange pas. Après, tu as des joueurs. Je faisais référence à la jeunesse de cette équipe, oui, et oui. à comment elle était constituée, comment ce groupe est constitué par le board stéphanois. Oui. Enfin, les deux boards stéphanois. Mais ça, on parlera de l'effectif. Après, il y a plein de joueurs où on a vu qu'ils n'avaient pas le niveau. Et il y a une vitesse de jeu côté niçois qui nous ont bouffé. Mais on n'avait pas vu ça depuis longtemps, puisque en Ligue 2, c'est plus du ralenti. Et jusqu'à maintenant, et à Brest aussi, c'est la vitesse de jeu qui nous pénalise. Et là, ça a été criant, mais dans tous les compartiments. Et en plus de ça, tu rajoutes les errances défensives de Batou, de Abdelhamid, d'Apia. C'est catastrophique. Ça devient catastrophique. Et voilà, 6-0 à la mi-temps, tu l'as pas vu venir. Tu peux pas. Le milieu de terrain était inexistant et ne faisait aucun lien avec les avants. C'était vraiment très très compliqué. Mais il y a un écart physique, un écart de vitesse de jeu qui était waouh. C'était impressionnant de voir la différence. T'as l'impression que c'était des U15 qui jouaient face à des seniors, quoi. Oui, ou un match de Coupe de France entre un club amateur et puis un club professionnel. Ça finit en général sur ce score-là, du 8-0. Hein. Ouais. Donc là, moi, ce qui a changé, c'est que contre Lille, on a vu enfin une équipe qui mettait le pressing d'entrée. Hein. On l'a dit la dernière fois dans l'émission, on exerçait un Oui, pressing. mais là aussi. Là, Saint-Etienne à Nice. À Nice, Saint-Etienne dès l'engagement, Cornu, si Cornu ne fait pas le pressing, tu prends pas le premier but. Dès l'engagement, pendant 1 minute 30, on ne bouge pas le ballon. Ça termine sur un corner niçois. Donc d'entrée de jeu. Et au bout de 3-4 minutes, on prend le premier but sur une touche où Cafaro se bat même pas. Oui. Donc ça, c'est révélateur de l'état d'esprit. Donc ça change beaucoup par rapport au match à Geoffroy Guichard où là, on s'est battu. On l'a dit la semaine dernière. Là, il n'y avait rien. Aucune envie, l'état d'esprit défaillant sur le terrain, rien, aucune combativité. Nice a déroulé. Hein. Et en deuxième mi-temps, ils ont fait tourner, sinon c'était... Oui, mais quand tu vois les pistons Apia et Cornu sur les côtés qui font le pressing, mais ce n'est pas suivi. Et puis ça ouvre des brèches derrière. Tu vois que le pressing n'était pas bienvenu pour ce déplacement à Nice. Mais ils nous attendaient, c'est clair, ils avaient bien vu le plan de jeu. Je rebondis par rapport à ce que vous disiez. J'ai entendu cette théorie-là, comme quoi le match contre Lille, donc les Stéphanois, comme tu dis, se sont battus, mais ils ont été tellement sur régime, comme un match de coupe. Ils ont comme une qualification du match de coupe. Et en général, quand tu fais comme ça, tu as un gros contre-coup le match suivant. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, je crois que c'est Charbonnier qui disait ça, l'ancien gardien auxerrois.
qui disait que malheureusement Saint-Étienne était vraiment une équipe d'un très faible niveau et qu'elle allait être obligée à Geoffroy Guichard de se déployer comme pas possible, de courir partout, de tacler, comme ils l'ont fait contre Lille, pour arracher des matchs, mais qui vont le payer. Tu peux pas reproduire ce genre de performance basée que sur l'impact tous les samedis. C'est impossible. Tu peux pas faire un match de coupe tous les samedis à ce niveau-là avec les mêmes joueurs. Donc lui, il disait malheureusement, je vous avais prévenu, Stéphanois. Et à ce moment-là, il avait pris des tonnes d'insultes en disant mais non, regardez, on a battu Lille, ils jouent en Champions League et nous on les a battus. Tu verras, les Stéphanois, ils sont de retour. Et le match de Nice lui a donné raison, c'est-à-dire que on est une équipe qui va lutter, qui fait partie des 2 ou 3 équipes les plus faibles de ce championnat. C'est pour ça que et je vous donne la parole, mais en plus de ça, si on regarde tous les championnats confondus, Angleterre, Italie, vous vérifierez, Espagne, les promus occupent pas plus il y en a aucun qui est au-dessus de la 15e. Au-dessus de la 15e place. En Ligue 1, c'est symptomatique. Les 3 derniers de ce classement, c'est les 3 promus. Donc je pense que est-ce que les Stéphanois, les dirigeants stéphanois n'ont pas ont pas anticipé qu'il y avait un gap très important entre la Ligue 2 et la Ligue 1. À mon avis, c'est une erreur stratégique majeure. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une erreur stratégique, oui, carrément. Puis ça fait 3 ans que ça dure, puisque les 3 dernières saisons, même si c'était en Ligue 2, on commence plutôt mal les saisons. Et surtout, on fait un mercato estival qui est proche du néant. Là, effectivement, on est au niveau supérieur. Là où ça pêchait l'année dernière, c'était les latéraux. Les latéraux, il y a eu simplement Cornu qui est arrivé 10 jours avant la reprise, qui vient du championnat israélien. Mais c'est tout. Ils n'ont pas voulu, en fin de compte, combler les manques, parce que les manques, on les a évoqués tout au long de l'année dernière, la saison dernière. Et rien n'a été fait dans ce sens-là. On pensait garder Cardona, ça s'est pas fait. Et puis finalement, on débourse des millions pour un joueur inconnu. Je lui souhaite tout le meilleur, évidemment, mais bon, on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut. Donc ça fait quand même 3 mercatos estivaux qu'on est complètement à la rue. Donc c'est pour ça que la semaine dernière, moi je vous avais posé la question, est-ce que vous n'êtes pas inquiet le fait qu'il n'y ait pas de fond de jeu? On l'avait déjà vu sur les 3 premiers matchs. Le 4e, on le gagne, mais avec une tactique bien précise. On laisse la balle aux adversaires et on essaye de se projeter rapidement vers l'avant en contre-attaque. Mais c'est tout, il y a que ça. Il n'y a que ça. Donc moi, je suis pas surpris. Je suis surpris du score final, mais de là à imaginer que tu pouvais faire quelque chose à Nice avec des joueurs aussi rapides et athlétiques et un Franck Hez plutôt malin, c'était presque évident. Et s'il y a rien qui est corrigé, ça risque d'être problématique. Donc cet effectif stéphanois, on peut en parler, mais moi. Je trouve ça beaucoup trop faible, et le match de vendredi soir nous rappelle que Saint-Étienne n'a vraiment pas le niveau. Pour revenir sur le premier point, le contrepoint physique, oui, c'est un argument. Mais après, tu n'as pas le droit de ne pas te battre comme ça s'est passé le vendredi. C'est pas possible d'avoir cette réaction-là, 90 minutes durant. C'est impossible de jouer comme ça. C'est inadmissible, intolérable, comme a dit Loïc Perrin. Mais pas te battre, tu crois pas que les défenseurs, ils ont essayé de se battre? C'est qu'ils n'ont pas le niveau, tout simplement. Regarde, Batou Binsika, bon, j'ai jamais eu dans mon cœur, il a fait plutôt des bons matchs l'année dernière. Bon, il a été absent aussi pendant un certain temps. Mais moi, je ne l'ai pas reconnu. Abdelhamid, je le connais pas trop, mais il a fait un bon match, c'était face à Lille la dernière fois, mais les 4 autres matchs, c'est du nullissime, quoi. C'est un libéraux, tu vois la différence avec un attaquant niçois du week-end dernier. Il lui met 2 mètres sur 10 mètres. C'est aberrant de voir ça, quoi. Après, il n'était pas nul l'année dernière à Reims.
Donc on parle de son âge, 36 ans, mais en face, faut pas oublier qu'il y avait Dante qui a 40 ans, lui. Donc c'est pas un argument, quoi. Et après, oui. Alors, c'est pas un argument parce que. Et c'est le seul joueur que voulait Dalloglio. Parce que Dante n'a pas été, en fin de compte, mis en danger comme Abdelhamid, tout simplement. Mais si tu inverses, peut-être que c'est la même chose. En tout cas, là, c'était criant. Moi, j'ai pas vu un libéraux comme ça passer à travers depuis, je sais pas moi, les matchs de régional, quoi. L'année dernière, Giraudon. Oui, voilà, ce que j'allais dire, on a souvent eu des défenseurs à la rue, mais on n'a jamais pris des scores comme ça. Sur Abdelhamid, j'ai une petite explication, vous allez me dire ce que vous en pensez. Abdelhamid, c'est ça ? Voilà, ouais, il a toujours joué. On va le chercher donc à Reims, un joueur qui jouait dans une défense à 3. Et pour lui, en plus, vieillissant, ça change tout. Parce que quand tu as une double couverture et tu mets à côté deux défenseurs un peu rapides, ça se voit pas qu'il il trimballe une charrue et derrière lui, ou une caravane, comme vous choisissez. Et là, il arrive. Je pensais que c'était peut-être pour le mettre dans une défense à 3. Depuis le début de la saison, il est dans une défense à 2 et c'est criant de vérité. Il est pas dans un système qui lui convient. En plus, on joue le pressing. Donc ça veut dire que derrière, on joue un peu haut. J'ai du mal à comprendre. On va ouvrir la page Olivier Dalloglio, hein, mais qu'est-ce que tu en penses de ça Peut-être qu'on va revenir à une défense à 3 au prochain match d'ailleurs. Sûrement que Nadé va titulariser, enfin j'espère. Hein. Il serait grand temps quand même qu'on retrouve notre défenseur central. Franchement, c'est ça qui est au niveau pour moi. Hein. Ça, c'est incompréhensible. Incompréhensible que Nadé soit encore sur le banc au départ du match. Et puis tu vois la prestation qu'il fait une fois qu'il rentre, quoi. Au moins, il y a quelqu'un en défense. Et après le 6-0 à la mi-temps, le meilleur vert, ça a été Nadé. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Et tu te demandes, mais pourquoi il a toujours pas fait jouer cette saison ? Alors que pour moi, je l'ai déjà dit, hein, je vais pas me répéter, c'est bon. Puis on prend 3 fois 2 buts d'affilée, c'est quand même incroyable. Hein. Si on prend les minutes, 4e et 7e, ensuite 24e, 26e, 36e, 39e. Ouais. Tu veux passer un titre ou j'ai une question hyper précise après. Bon, allez, le premier titre d'un groupe niçois, je sais pas quoi vous passez. Doom Doom Boys, c'est le groupe niçois par excellence des années 70, 80, 90, 2000, donc avec le titre Blasé. Blasé du groupe niçois Doom Doom Boys. Après cette grossière raclée infligée à nos protégés verts, on sent un peu blasé et difficile à digérer. Retour donc sur l'analyse de cette rencontre avec Olivier. Ouais, on a pointé du doigt donc les manquements des dirigeants dans le recrutement pour bâtir ce groupe, cette équipe. Maintenant qu'il est là et qui, à part un joker qui pourrait peut-être arriver, on en parlera, c'est l'équipe qu'on va avoir jusqu'au mois de janvier. Donc maintenant, il faut qu'Olivier Dalloglio fasse avec. Et là justement, donc c'est logique, on l'a dit, qu'il présente la même équipe. On ne change pas une équipe qui gagne. Mais est-ce qu'en cours de match, il y avait des choses à faire quand il a vu que au bout de 1-2-0 rapidement, ça allait être une soirée difficile?
On n'a pas vu grand-chose se passer jusqu'à la mi-temps. Qu'est-ce qu'il y avait peut-être de mieux à faire on peut pas demander de temps mort, mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Corriger ce que j'ai dit tout à l'heure, corriger les latéraux, arrêter qui montent au pressing pour libérer de la place derrière. Ça, c'était la première chose à faire, puisque il y a 4 buts qui sont identiques et qui sont comme ça, les 4 premiers. Voilà. Après, quand tu corriges ça, après, c'est les Niçois passaient dans l'axe. Même, je ne sais plus, le 5e, le 6e but, où en fin de compte, il passe pile dans l'axe et il enrhume à la fois Batou Binsika et puis Abdelhamid. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire à ce moment-là? C'est que t'es pas au niveau et que physiquement, t'es complètement à la rue. Les 4 premiers buts sont du côté gauche, donc Cornu totalement dépassé par les événements. Donc d'après ce que j'ai compris, il n'était pas forcément envisagé qu'il sorte. Il est sorti sur blessure, parce qu'il envoyait trop rapidement s'échauffer pour le remplacer. Il a fait des changements au bout de la 35e minute, il est sorti au milieu de terrain. Là, j'étais assez surpris qu'il sorte Mouefek, par exemple. Ouais. Il sera Mougou qui avait touché peu de ballons. Après, Benol qui rentre, d'accord. J'aurais aimé voir Bouchouari plus tôt dans la partie. Bouchouari qui se rappellera de ses premières. Premier match de Ligue 2, Saint-Etienne 0, Le Havre 6. Premier match de Ligue 1, Nice 8, Saint-Etienne 0. Différence moins 14 comme actuellement la différence de but de l'ASS. Ouais, c'est pas un cadeau de faire ça. J'ai pas aussi digéré le fait qu'il le fasse rentrer à 6-0. C'est jamais un cadeau. Déjà l'année dernière, Dalloglio il le faisait jouer 1 minute 30. Et puis des fois dans des contextes un peu complexes et là il ne le titularise toujours pas et puis c'est pas un cadeau de le faire rentrer là, quoi. Puis le faire rentrer ailier gauche à la base de Cafaro comme d'habitude. Ouais. C'est trop étrange ces choix et c'est vrai qu'on le dit depuis même la saison dernière, il y a des choix que je ne comprends pas. Alors plus gros, c'est Nadé. Moi, l'absence de Nadé depuis le début du championnat, là, faut vraiment qu'on m'explique. Là. Et après, Sissoko à la place de Stassin, ça se comprend. Il rentre à la 35e. On prend quand même 5 ou 6 buts avec Nadé sur le terrain. Non, mais je veux dire, là, ça va pas tout changer. Il rentre à la 35e. Je l'ai sous les yeux. À la place de Mouefek. Ouais. Donc, c'est vrai que le match est plié, je suis d'accord. Mais, et ils défendent à 5 à ce moment-là. Oui, tu crois qu'ils descendent à 3 puisque d'accord. Donc est-ce que il y avait peut-être ça à faire. Il réagit quand même, Olivier Dalloglio. Et est-ce que se mettre en mode devant la défense, ça aurait pas été bienvenu? C'est vrai qu'on les avait encore vus presser pendant longtemps dans le match. Et c'est vrai que c'était un peu suicidaire. Après, en deuxième mi-temps, c'était un peu différent, mais peut-être qu'il y avait au moins cette stratégie à faire de faire comme une équipe de coupe qui se replie pour éviter d'en ramener une pleine valise à la maison. Bref, c'est ce qui s'est passé. Je voulais aussi vous demander avant qu'on relève les pires les verres les plus vides de ce match, puisqu'on va désormais faire un petit peu comme ça, au lieu des tops et des flops, on verra les verres à moitié pleins et les verres à moitié vides. Bon, là ça sera des verres carrément vides. Je voulais vous demander si vous pensez la même chose que moi, des fois. Est-ce que ça vous est venu à l'idée que cette équipe, et peut-être aussi Dalloglio, avait une espèce de déresponsabilisation, dans le sens où quand cet actionnaire est arrivé, avec cette étiquette de milliardaire, richissime, etc., comme une sorte de grand frère qui allait pouvoir protéger, qui allait pouvoir sortir le chéquier quand il fallait, etc., bâtir... faire venir des joueurs. Est-ce que déjà il n'y a pas une perte de motivation parce qu'il y a des joueurs qui savaient qu'ils n'allaient pas jouer, mais aussi j'ai l'impression que sur ce terrain on avait des joueurs qui étaient pas responsabilisés, comme si en fait derrière eux il y avait une espèce de protection qui leur c'est pas de ma faute. J'ai l'impression que cette équipe elle est devenue fantomatique, mais alors que avec Romeyer, les directeurs, les présidents étaient démissionnaires un petit peu, donc là ça responsabilisait l'équipe, je trouve.
Là, au contraire, avec cette nouvelle direction qui, soi-disant, a beaucoup de fric, est-ce que vous n'avez pas cette impression que cette équipe, c'est pas de ma faute, c'est la faute au grand frère là qui a pas fait son boulot, voyez, que ce soit les joueurs. Ah, c'est pas de notre faute, ils ont pas acheté des cadres. Dalloglio, c'est pas de ma faute, j'avais demandé des gros joueurs et je les ai pas eus, vous voyez. Ce qui aurait pas été le cas si on était resté avec l'ancienne direction, parce qu'avec l'ancienne direction, on savait que on pouvait pas recruter. Est-ce que il y a quelque chose de cet ordre-là? C'est encore trop tôt pour le dire. C'est grave quand même, si les joueurs sont déresponsabilisés. Mais après, effectivement, il y a l'absence de patron qui est toujours flagrante dans cette équipe. C'est censé être Abdelhamid, on lui a confié le brassard capitaine. Quand on voit la défaillance de ce garçon à l'Alliance Riviera, on peut se poser des questions. Ouais, je sais pas quoi trop te répondre, Olivier, là-dessus. Pour moi, c'est trop tôt. Parce qu'ils viennent juste d'arriver, les Canadiens. Voilà. Après, c'est Casillas, c'est ça. Il a fait plutôt du bon boulot à Milan et à Arsenal, son passage à Arsenal. Donc, on avait dit, bon ben voilà, il faut lui laisser le temps et ça risque de payer. On verra après si le fait que ça soit plus Romeyer, que ça soit eux, je pense pas. C'est surtout que ce vendredi soir, on a vu qu'on avait vraiment pas le niveau face à une équipe du haut de tableau de Ligue 1. C'est le mode de recrutement, la data c'est bien beau, mais bon, pour l'instant on voit ce que ça donne, quoi. Voilà, moi j'étais déjà très inquiet à la base, donc peut-être que sur le long terme ça marchera, mais bon, est-ce qu'on a le temps de mettre les choses en place? Si on redescend directement en Ligue 2, avec un goal average pareil. Si dans l'intervalle on prend la 4-0 à Brest, 8-0 à Nice, combien on va en prendre à Lyon, à Marseille, à Paris C'est ça. Mais c'est ce qu'on se disait, parce que je dis on n'est pas capable de battre le Havre à domicile, on en prend 2, et on s'était dit, il y a 3 semaines, combien on va en prendre chez les gros. Bon ben voilà, maintenant on le sait, quoi. Exactement, j'ai perdu mon idée. Si la data, en fait, tu lui fais dire ce que tu veux. Je trouve que là, c'est un peu un faux procès parce que tu peux très bien prendre l'outil data et dire je veux des joueurs confirmés. Ouais, voilà, c'est ça. C'est plus le projet des Canadiens, de Gazidis, de dire voilà, on veut rentabiliser rapidement, créer des actifs dans ce club qui n'en avait pas, soi-disant. Et au détriment des résultats. Alors, est-ce que, dernière question avant de passer au cas par cas, est-ce que ils ont pas, est-ce que tout simplement ils s'en fichent de passer une nouvelle fois par l'étape Ligue 2 Est-ce que vous pensez, comme moi un petit peu, que ils voient à moyen terme, et quand on les voit pas paniquer, comme si passer par l'étape Ligue 2 à nouveau l'année prochaine, ça les dérangerait pas trop? Mais comment ça, tu dis on les voit pas paniquer? Personne panique dans les interviews. Gazidis, tranquille, on va voir comment ça se passe. Avec Dalloglio, là, normalement, il y a quelque chose. Il y a, je sais pas, il y a des entraîneurs. On parlait du Dynamo Zagreb le soir même de la déroute à Munich. Il a été viré, l'entraîneur. Il n'y a pas de réaction, on prend notre temps, on est cool. J'ai l'impression qu'il y a une temporalité complètement différente entre celle des supporters et celle des présidents qui sont là, tranquilles, devant leur ordinateur avec les datas et qui construisent des actifs. Tu sais, les actifs, tu peux vendre des très bons joueurs en Ligue 2, donc eux, en fait, être en Ligue 1... En plus, dans cette Ligue 1 qui rapporte pas beaucoup d'argent maintenant, puisque les droits de télé ont été réduits. Voilà. J'aurais aimé être une petite souris et voir le dialogue entre les dirigeants et les ultras. Franchement, ça a dû être quelque chose, ça a dû être marrant quand même. Parce qu'on est sur deux choses, temporalités complètement différentes. Il paraît que c'était houleux mais constructif, pour reprendre leur terme. Donc peut-être ça ne les dérange pas, mais en tout cas moi ça me dérangerait beaucoup de redescendre en Ligue 2, sachant comment on a galéré pour remonter, quoi. Surtout qu'on monte au dernier moment. Alors peut-être qu'effectivement la montée n'était pas programmée, certainement, dans l'état d'esprit des actionnaires, mais bon. Ok, on passe au verre à moitié, où je passe la page Haute-Loire. C'est peut-être les pires, les verres les plus vides que vous avez repérés dans ce match. Cornu et Abdelhamid. Pour moi. Ouais, mais moi je suis Cornu pas autant que toi, Eric, parce qu'on lui a demandé de faire le pressing.
On lui a demandé de monter jusqu'à la ligne médiane et de presser sur le piston niçois. Et voilà, il fait ce qu'on lui demande, hein, tout simplement. Hein. Alors c'est sûr qu'il était aussi juste physiquement. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment Abdelhamid qui a été pas bon du tout. Cornu, non, moins. Moi, je mettrais plus Batoubitsika et Apia que Cornu, parce que Cornu, voilà, il a fait ce que Dalloglio lui a demandé de faire. Après, il n'était pas aidé défensivement sur le côté gauche. Non. Pas Cafaro en particulier. Voilà, il y a ça aussi. Il y a un chiffre aussi qu'il faut dire, c'est que Dalloglio, c'est pas la première fois qu'il prend un 8-0, hein, on l'a vu ensemble d'ailleurs, exactement avec Dijon du côté de Paris. Évidemment, à Dijon, ça a moins de conséquences, et là, je pense qu'il est en train de se rendre compte qu'il va pas falloir faire rééditer ce genre de performance à Saint-Etienne. Les conséquences, il le sait, il a de la bouteille, mais ça va pas être tout à fait pareil. Oui, c'était le PSG, hein. C'était pas Nice. Et puis n'importe quel entraîneur qui aurait pris 8-0, on pensait certainement qu'il allait se faire les licencier. Hein. Donc là, tu avais été assez dithyrambique la semaine dernière sur Olivier Dalloglio. Donc je sais pas ce que tu penses. Faire gagner cette équipe contre Lille, j'avais trouvé ça bien, remonter les pendules, remonter les joueurs, il y avait ce côté motivation, il y avait ce côté aussi, ils ont réussi leur match, il faut pas oublier que Lille quand même, ils sont qualifiés en Champions, c'est pas n'importe quelle équipe non plus, je la mets au niveau de Nice, hein. Lille et Nice c'est une équipe à peu près du même niveau, enfin peut-être pas, voilà, mais intrinsèquement on va dire, donc c'était une performance, hein, avec les jeunes joueurs, avec les gamins tout juste sortis de la crèche, arriver à gagner Lille, c'est quand même pas mal. Ouais, ça va être difficile quand même de corriger cette humiliation. Moi, je vois que 2 victoires dans le derby, hein, mais ça risque d'être compliqué. Mais là, ils pourront être à moitié pardonnés s'ils remportent les 6 points face aux vilains. Je vais vous passer alors on a beaucoup parlé, je vais vous passer un titre qui n'était pas prévu mais qui est plus court que celui que je voulais vous passer. Donc ça sera un petit peu du peurin avec le rappeur niçois Zippo qui dépeint une ambiance, une atmosphère un peu glauque, un peu sombre. C'est le titre Tri sélectif de Zippo. J'ai entendu trop de points de vue et perdu beaucoup trop de points de vie pour ne pas faire le tri obligé de se trouver une logique de vie. La folie me guide vers ma phobie, le vide. Et je marche au bord du néant. J'imagine qu'être mort c'est pas beaucoup plus gênant. J'ai bien tenté de me pendre au cordon ombilical, ça leur tenait à cœur de me ramener chez les zombies qui parlent, alors je joue le jeu. Je compte les bougies, mais je vous le dis, bientôt je fous le feu, j'attends le jour J. Je me cramponne à mon pinceau, chantonne à l'occasion, m'envoie de la locale, à m'enferme mal au crâne et prend trop d'allocations. Zippo, t'as pas honte de profiter du système ? Pas vraiment, c'est lui qui a commencé. Un peuple policier qui joue au Monopoly, c'est d'une tristesse. Courber les chines, ça suffit plus, faut aussi faire du business. La mutation a commencé aux États-Unis. Le premier enfant sans cerveau fait ces 2 années. Mais y a pas que l'homme d'Amérique, en Europe ça se précise aussi. On lobotomise par le neuromarketing. Et l'anencéphalie se généralise. Alors, faudra penser à vite faire ses valises. En attendant, les traders se vident les bourses. Ça risque de raccourcir ta liste des courses. C'est dur à avaler, mais t'inquiète, c'est qu'une question de temps avant d'apprendre à faire des génuflexions. ZI de PO, Zippo avec le titre Tri sélectif, c'était un artiste niçois. On revient à l'actualité footballistique avec l'agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Alors, dimanche 29 septembre, 17h, les Verts se déplacent au stade de La Beaujoire avec 17h et il va falloir réagir. Les Nantais, donc j'ai parlé un petit peu des Nantais,
Ils viennent de décrocher un match nul, un but partout sur la pelouse du SCO Angers dans le derby ligérien. Une semaine après s'être incliné sur sa pelouse contre le stade de Reims de buts à 1. Un résultat qui ne satisfait pas totalement les Canaries, qui se tournent déjà donc vers la réception des Verts, avec la volonté affichée de prendre les 3 points, ni plus ni moins. Voilà, ces Verts, ils nous attendent. Ces Verts, ces Nantais, ils nous attendent. Les cuits. Et il y aura un certain Keradji au sifflet. Voilà. Alors ça s'est plutôt bien passé les 4 dernières rencontres avec cet arbitre. Donc là c'est plutôt un bon point. Ces Nantais, ils ont commencé relativement fort, mais ils ont surtout affronté des clubs plus du deuxième partie de tableau. Alors là, ils se trouvent quand même dans leur première partie de tableau, puisqu'ils ont simplement une défaite, c'est celle que je viens de vous évoquer face à Reims. Mais ils ont battu Auxerre, ils ont fait match nul à Toulouse, ils l'ont emporté à Montpellier. Et je crois qu'ils avaient renversé le score. Ils gagnent en fin de rencontre, je crois. Ces Canaries. Donc ils font plutôt un bon début de saison, ces Canaries, et ça va pas être chose simple pour les Verts. Moi, on en a parlé, c'est le petit Simons, le petit Nigérian, qui fait énormément de mal chaque week-end. Hein. Il a toujours été à l'aise, j'ai toujours apprécié ce joueur. Je suis encore surpris qu'il soit encore là-bas, dans le pays nantais, mais il va falloir se méfier de cet attaquant parce qu'il va vite. Par contre, si c'est Apia qui est sur lui, ils se connaissent puisque Apia est un ancien Nantais. Oui, le stade de la Beaujoire sera plein une nouvelle fois, comme à Nice pour l'anniversaire du club. Ils sont 5e quand même au classement, effectivement, très bon début de saison. Là, ils restent sur 2 matchs sans succès. Et puis donc, on se rappelle tous du dernier déplacement à la Beaujoire qu'on a effectué. Hein. C'était le fameux but de Romain Mouma qui nous maintenait en vie avant le barrage contre la JOCR. Donc là, on retourne à Nantes dans d'autres circonstances, mais de toute façon avec l'obligation de faire un résultat, évidemment, vu ce qui s'est passé vendredi. Quant à l'arbitre, il est comme nous, hein, il est promu en Ligue 1. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne. Alors c'est vrai que, comme tu le dis, il y a Simon, Ablin aussi qui est pas mal, mais il n'y a pas une armada offensive peut-être comme à Nice. C'est une équipe qui défend bien, ils prennent très peu de buts. Ça risque d'être un match un petit peu plus fermé que celui de Nice. Donc on ne sait jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux aller jouer à l'extérieur après cette déroute que revenir à Geoffroy Guichard tout de suite. C'est-à-dire qu'avant de revenir à Geoffroy Guichard, les Verts peuvent se racheter. Et moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je remettrais... Il y a plusieurs choix pour Olivier Dalloglio. Il y a le choix de mettre, pourquoi pas, le même 11 pour les responsabiliser, justement, en disant montrez que vous n'avez pas ce niveau-là affiché à Nice. Parce que si tu n'en enlèves que 2 ou 3, ça veut dire presque que c'est de leur faute. Donc c'est délicat aussi d'en enlever 2 ou 3. Ouais, c'est une sorte de punition. Alors peut-être méritée, mais je veux dire, en plus c'est peut-être sa dernière cartouche. Dalloglio, hein, il est sur la sellette, c'est sûr, après un 8-0. Donc je sais pas. Je sais pas, j'aimerais pas être à sa place, c'est vrai, hein, j'ai entendu, mais c'est tout à fait ça. Et donc voilà, après, est-ce qu'on joue la solution, c'est de revenir à 3 comme en deuxième mi-temps à Nice, et ce qui permettrait d'incorporer Nadé. Je pense que ça fait partie je pense que c'est une solution qui va faire plus qu'être envisagée pour solidifier un peu cette défense devant l'Arseneur. Voilà. Donc moi je pense qu'il va opter pour la défense à 3, mais garder pas loin du même 11. Ouais, il y a un certain Johan Le Penant qui a marqué ce week-end face au SCO d'Angers, qui est lyonnais, je crois. Oui. Ah, c'est ça. Hein. Il est lyonnais et il joue pour Nantes cette saison. Et lui, il a envie de gagner contre Saint-Etienne. Allez, on passe tout de suite au coup de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Alors, coup de cœur pour la victoire des Amazones à Reims pour la reprise du championnat de D1. Les seuls ce week-end à avoir fait honneur au maillot vert. C'est tout pour moi.
Alors de mon côté, et je sais que on n'est pas nombreux dans ce cas-là, mais s'il y en a qui me contactent via la radio, je serais très heureux d'en parler avec vous. C'est le retour de Claude Puel dans la presse qui dit que on l'a arrêté en plein milieu d'un projet qui aurait pu sauver le club et l'emmener et l'emmener vers un niveau différent de ce qu'il est aujourd'hui, avec la même politique mais avec 3 ans d'avance. Alors il faut lire l'article quand même, parce que tu l'as lu? Parce que justement, il dit qu'il y avait des recruteurs qui venaient de partout pour recruter les joueurs. L'effet, par contre, c'est que il a été l'effet clochette. L'effet, il a été viré alors que les matchs allés n'étaient même pas terminés, c'est-à-dire au bout de quelques journées. Il va te faire pleurer en plus. Et en plus, ils étaient qu'à 2 points du premier non relégable. Mais tu trouves que l'équipe de vendredi est meilleure que celle de Puel? Puel, c'est une imposture dans le football. Et en plus, il était grassement payé. C'est une honte. C'est une honte. Et en plus, maintenant, il vient pleurer. Non, mais ils osent tout. Il a été assez critiqué. Il a été assez critiqué pour pouvoir de temps en temps se défendre. Ah non, merci. C'était difficile d'avoir le sourire et le rire. Merci Olivier, tu me l'as donné. Allez, coup de cœur. Moi, j'ai beaucoup aimé la passe en profondeur de Jamal, le Barcelonais, qui est d'un extérieur. Là, c'était simplement magnifique ce week-end. Et sinon, une série qui m'avait été conseillée par Olivier, une série télé sur le foot, qui s'intitule Ted Lasso. Voilà, j'en suis à la 3e saison. C'est gentillet, mais ça me plaît. Et c'est avec le club Richmond, c'est en Premier League. Ça se passe en Angleterre, à Londres plus exactement. Alors que Richmond, ils sont en plus de 4e ou 5e division. Mais bon, là, c'est vraiment une fiction, mais c'est sympa comme tout. Et c'est drôle. Et voilà, il fallait que j'en parle. Et je voulais en parler la saison précédente. Mais voilà, fallait aujourd'hui que j'en parle. Allez, coup de tête dans coup de tête. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Évidemment, un énorme coup de tête pour le non-match total de ce week-end qui restera dans les annales du club. 25 novembre 1951, Bordeaux 9, Saint-Étienne 0. 31 mars 84, Bordeaux encore 7, Saint-Étienne 0. Et entre les deux, donc, 20 septembre 2024, Nice 8, Saint-Étienne 0. Alors, messieurs les joueurs, vous avez marqué à votre manière l'histoire en encaissant en mi-temps 6 buts, une première en Ligue 1 au XXIe siècle. Donc, à part l'Arseneur qui est allé chercher 8 fois le ballon au fond de ses filets, vous avez eu au moins le bon goût de ne pas porter le maillot vert. Le vôtre était blanc et vous l'avez sali, non pas par votre combativité, mais au contraire par votre attitude indigne, votre état d'esprit défaillant, votre renoncement coupable, battu dans les duels, physiquement à la rue, vous êtes laissé marcher dessus sans la moindre réaction, votre orgueil était lui aussi resté au vestiaire. L'Alliance Riviera a résonné l'hymne de Monty, même entonné malheureusement par le public local, pour nous humilier davantage. Vous vous êtes couvert de ridicule et vous nous avez couvert de honte. Oui, depuis vendredi, par votre faute, nous sommes verts de honte avec 8 points d'exclamation. Mais vaut mieux perdre une fois 8-0 que 8 fois 1-0. Oui, c'est ce qu'on dit, mais on avait déjà perdu 4-0. C'est Claude Bèze qui disait ça. Oui. C'est vrai que la chanson des Verts à l'Alliance Riviera, c'est l'humiliation ultime. Ouais. Donc, de mon côté, c'est De Rossi qui a été limogé. Vous savez, c'est une figure de ce club de l'AS Roma. Alors pourquoi je parle de ça dans une émission pour les Verts, c'est que il s'est passé exactement la même chose pour Maldini quelques temps avant du côté de l'AC Milan. En fait, ces figures comme ça, un peu très aimées du public, eh bien, les investisseurs, le plus souvent américains, n'en ont rien à secouer. Ils sont virés comme des vieilles chaussettes. Et je crois que c'est ce qui va bientôt arriver malheureusement à Saint-Étienne. Je le dis depuis qu'on a commencé cette année l'émission. Ils en ont rien à faire que Perrin était un ancien joueur et de l'identité stéphanoise. Ce qu'ils veulent, c'est, comme je l'ai dit, créer des actifs et les revendre à la mode de 2024. Voilà ce qui s'est passé pour De Rossi. On pourrait bien le voir arriver dans notre club et plus vite qu'on croit. Me concernant, un coup de tête pour DAZN. Voilà, DAZN qui fait pas son boulot correctement, tout simplement. Il propose des choses très très chères
pour nous Français en tout cas, et en plus c'est pas à la hauteur. Les diffusions sont absolument nulles. Je parle pas des commentaires, voilà, les commentateurs, voilà, ailleurs ils sont aussi nuls, mais la diffusion, les cadrages, le rythme du match, c'est pas ça du tout. Mais vraiment pas. Et en plus, il y en a des fois, ils filment, t'as l'impression qu'ils filment d'hélicoptère. Et ils font un zoom, mais pendant une action, hein, ils vont zoomer en arrière, ils vont zoomer. Et tu vois plus rien, quoi. C'est tout juste si tu vois le ballon. Donc c'est de l'amateurisme pour moi. Et c'est pas normal de voir ça et de n'avoir que ça. Voilà, je trouve, je sais pas si ça vous a marqué. Moi, ça fait donc déjà le 5e match que je regarde sur DAZN. Oui, j'en ai regardé d'autres, et c'est exactement pareil, c'est que c'est pas bon du tout. Je n'ai pas aimé Bouchoirie qui rentre comme ça, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un peu se foutre de sa gueule, arriver à 6-0 là, et en plus pas à son poste, donc j'ai pas apprécié. Et puis j'ai pas apprécié aussi certaines banderoles de supporters suite à ce 8-0. Oui, c'est une humiliation, oui, c'est une correction, oui, c'est historique, tout ça, mais il y a des choses tu peux dire, il y a des choses tu peux pas dire. Si c'est que des insultes et des menaces, là je suis pas d'accord, les supporters ils supportent, point. Sur ce, Nantes-Saint-Etienne, 17h sur DAZN, malheureusement. Et je rajouterais, Claude Puel revient, ils sont devenus fous. C'était pas facile de faire l'émission cette semaine, mais bon, on l'a faite quand même. Mais oui, Bonne on sera semaine. toujours là. Allez les Verts. Allez les Verts. Ciao.